Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons l'officier spécialiste Nicolas Vradis. Officier spécialiste donc au Centre de compétences espace. Il sera avec nous aujourd'hui pour creuser les questions de prospective et d'innovation dans la défense, évidemment sur les thèmes spatiaux. Aujourd'hui donc, nous allons aborder le sujet du in-orbit computing, un sujet qui est en vogue, donc des centres de calcul dans l'espace. Mais tout d'abord, nous allons passer par nos brèves en disant bonjour à Nicolas. Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Orbit Watch. On commence tout de suite avec nos brèves. Une update, une mise à jour sur Yaogan 5001. Rappelez-vous, un satellite de Synthetic Aperture Radar, donc de radar à synthèse d'ouverture pour faire de l'imagerie à très faible résolution avec des ondes radar dont on a parlé grandement lors du dernier épisode que je vous invite à écouter pour mieux comprendre ce concept très complexe, qui a été donc placé sur une orbite inhabituelle qui est rétrograde. Il a cette semaine atteint son orbite opérationnelle, donc à une altitude de 952 km et une inclinaison de 142 degrés. Cette inclinaison donc représente les orbites équatoriales à 0 degré, les orbites polaires qui vont d'un pôle à l'autre à 90 degrés. Et donc là, on a une inclinaison qui est plus grande que 90 degrés, ce qui est donc la marque des orbites rétrogrades, puisque c'est équivalent à une inclinaison dans l'autre sens, d'une quarantaine, cinquantaine de degrés, sauf que le satellite tourne dans l'autre sens. Nous avons donc une superposition des traces au sol, d'une orbite à une autre, et une revisite d'une journée, c'est-à-dire que chaque jour, eh bien, le satellite va revisiter les mêmes sites qui se trouvent à une latitude de plus ou moins 45 degrés. Et ce satellite a probablement une résolution de 20 centimètres, ce qui a un fort intérêt pour la question de Taïwan. Il y a aussi des possibilités qu'il soit déployé en constellation, car cela permettra d'augmenter la couverture. Exactement, d'où le petit suffixe 1 qui présage la suite. On passe à la suite, Shijian 29A et B, c'est donc aussi la suite de sujets dont on a parlé. Pour rappel, ces deux satellites, Shijian 29A et B, ont été placés en orbite géostationnaire à l'emplacement 73 degrés Est, et nous avions discuté l'intérêt élevé des Américains, ou USA 325, si je ne me trompe, est venu observer de près ce satellite en effectuant une manœuvre à fort delta V, donc à fort coût en termes de propergol, qui doit donc être fortement justifié par cet intérêt. Nos observations au centre de compétences espace ont montré qu'un de ces deux satellites était beaucoup moins lumineux que l'autre quand on regarde la lumière reflétée par le soleil, donc il y a sans doute une configuration mécanique ou de panneaux solaires plus petite, deux satellites qui semblent être différents. Le 23 janvier, ils ont manœuvré. Ils ont manœuvré ensemble et se sont rapprochés à moins de 30 km, puis leur distance s'est stabilisée aux alentours de 50 km. Le tout, évidemment, sous l'œil attentif du satellite JSS-AP. Et on peut se poser la question du pourquoi une telle opération de proximité. Peut-être pour de la calibration, de la mise en service, des vérifications ou des opérations en tandem. Cette paire de satellites va augmenter les capacités SSA de la Chine. Tout à fait, les capacités de SSA qui peuvent naturellement être interprétées comme des capacités duales d'inspection en orbite, d'où l'intérêt élevé des Américains. On passe maintenant à la brève suivante, Starlink qui abaisse 40 satellites de 550 km d'altitude à 480 km. Souvenez-vous, nous avions déjà abordé le fait qu'une fragmentation d'un satellite Starlink s'était produite et avait créé un petit nuage de débris. Starlink avait donc ensuite annoncé qu'il baisserait l'altitude de très nombreux satellites, il me semble à peu près 1 millier, justement à cette orbite de 480 km. Et bien maintenant, 40 l'ont déjà fait, c'est donc le début. Et le but de ces manœuvres est d'augmenter la sécurité. Effectivement, et augmenter la sécurité, c'est aussi éviter des collisions. Et avec ce type de manœuvre, si le SAT est défectueux, on le fait redescendre. Il faut rappeler aussi qu'en 2025, Starlink a évité 300 000 conjonctions, tout SAT confondu.
Exactement, donc un nombre énorme et qui ne peut faire qu'augmenter, évidemment, vu l'arrivée de prochaines méga constellations. En parlant de Starlink, nous allons parler de son équivalent russe maintenant avec Roscosmos qui promet 300 satellites en orbite ainsi que 200 000 terminaux au sol produits pour leur équivalent de Starlink en 2027. Donc la Russie hein, est en retard sur ses projets de méga constellations, mais aussi de manière générale, dans ses capacités spatiales, beaucoup de difficultés budgétaires pour renouveler ses capacités, hein. C'est notamment le cas pour les satellites optiques qui sont très importants dans le cadre de la guerre. Et donc en l'occurrence, la Russie bénéficie des capacités chinoises en la matière. Donc dans le cadre de ces difficultés, Roscosmos fait cette promesse, mais rien n'est plus sûr puisque il va falloir voir comment cela se déroule avec leur budget. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Nous passons maintenant au sujet détaillé de l'épisode, le On-Orbit Computing. Et cela vient évidemment avec une nouvelle qui touche à ce sujet. La Chine, donc, qui a fait depuis le 30 décembre 2025 des manœuvres de proximité entre un satellite d'imagerie optique, Gaofen 1105, et SCS-01C, un satellite de calcul en orbite. Le tout pour une démonstration. Donc, ils ont maintenu hein, une distance très faible avec des approches régulières en dessous de 100 mètres. Il faut vous imaginer hein, deux objets qui vont à environ 25 à 28 000 km/h qui se rapprochent à moins de 100 mètres. C'est vraiment quelque chose de très difficile à faire et le faire de manière répétitive sur un long temps, c'est vraiment une démonstration de force des Chinois ici. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les observations du centre de compétences espace ont validé ces rapprochements à des très très faibles distances. Et la question, c'est pourquoi? Puisque avec les liens intersatellites, qu'ils soient par ondes électromagnétiques ou qu'ils soient optiques, il n'est pas nécessaire de se rapprocher autant. C'est probablement donc une première tâche, une première opération en collaboration entre l'armée hein, de libération populaire de Chine ainsi que l'opérateur commercial qui opère ces satellites de in-orbit computing. Et donc, on voit ici une synchronisation très, très forte et très, très fine entre les institutions militaires et les opérateurs commerciaux, ce qui ne va pas tout à fait de soi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de très fort. Et donc, suite à ces opérations de proximité, le 21 janvier, soit 2026, hein, soit un peu moins d'un mois après, SCS-01C, hein, comme son suffixe l'indique, C, est remonté vers les autres satellites du même nom, hein, A et B. Et donc, on peut se dire que la mission a été terminée. Donc, il est possible, en gros, que ce satellite SCS-01C soit descendu en très forte proximité avec Gaofen 1105 pour y effectuer du traitement de données. Donc, un satellite optique, c'est un satellite déjà qui a une certaine charge utile, qui a un télescope, en gros, embarqué, et qui donc va prendre des photos, mais qui n'a pas forcément des capacités de traitement de données. Bon, ces capacités de traitement de données seraient offertes par SCS-01C, et donc, ces données auraient sans doute été plus tard transmises au sol. Le in-orbit computing, c'est centre de calcul dans l'espace, c'est un thème qui est en vogue, on en va parler beaucoup, il y a beaucoup d'investissements aussi. Quelle en serait l'utilité pour la défense, Nicolas? Bah, de gros avantages, notamment, bah, quand on prend une image, on a énormément de données et ces données-là, pour les envoyer en sol, ça prend du temps et en fait, l'idée derrière cela, c'est probablement de transmettre ces données à un autre satellite qui va traiter, ces données, prendre seulement ce qui est utile avant de le retélécharger et d'envoyer
cette donnée, travaillée au sol, sans envoyer tout le reste de la donnée que le traitement que le satellite a pris. Le transfert au sol donc, est plus court, la durée de transmission de ces données-là est plus court. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ces capacités de calcul sont dans l'espace, elles sont protégées, du feu opératif. Le feu opératif donc, hein, un terme que nous allons un peu mettre en contexte donc, il s'agit, hein, de feu, donc de tirer sur quelque chose, si on résume la chose très brièvement, mais à très longue distance et en visant une capacité opérationnelle adverse. C'est pas forcément les troupes adverses en elles-mêmes, hein. Ça se distingue naturellement du feu de combat, du feu tactique. Et si on donne quelques exemples, hein, si on parle d'une guerre conventionnelle et que donc nous avons des pièces d'artillerie qui font feu sur un bataillon de chars, c'est du feu tactique. C'est une bataille, nous voulons gagner la bataille et c'est donc du feu tactique. Nous tirons sur notre adversaire avec qui nous nous battons. Mais par exemple, si je veux neutraliser une capacité adverse, par exemple avant de lancer des attaques aériennes, eh bien je veux que mes avions soient en sécurité dans l'espace aérien de mon adversaire, je peux faire des tirs de missiles sur les radars de défense sol-air, ce qui rendra le système de défense sol-air de l'adversaire aveugle et il ne pourra pas tirer et je pourrai ensuite y aller avec mes avions. C'est du feu opératif. Très longue distance, hein, par exemple missile balistique, et on va détruire une capacité adverse pour nous donner l'avantage. Et donc, dans ce cas-là, mettons qu'il y ait un centre de calcul au sol qui est utilisé par une force armée, et donc un drone de moyenne taille qui se déplace à une très longue distance et de manière autonome vient frapper cette cible, ce centre de calcul pour enlever cette capacité donc de calcul massif à une force armée adverse, c'est aussi du feu opératif. Et donc les emplacements au sol sont immobiles, ils sont là au sol. Et évidemment, les services de renseignement feraient bien de savoir où se trouve ce genre de centre pour leur adversaire et donc voudront le frapper. Tandis qu'un moyen qui est dans l'espace, eh ben, il tourne autour de la Terre très vite, c'est beaucoup plus difficile à frapper, c'est décentralisé, c'est un autre avantage évidemment, et donc c'est beaucoup plus à l'abri de ce feu opératif. Mais pas complètement, puisqu'évidemment des moyens anti-satellites, ne serait-ce que des missiles purement et simplement anti-satellites existent, bien que l'utilisation de missiles soit peu, encline à créer de bonnes conditions pour l'utilisation des orbites à l'avenir en créant d'immenses nuages de débris. Il existe néanmoins ces moyens-là, mais aussi divers moyens cinétiques en orbite pour, sans détruire des satellites et sans créer de nuages de débris, simplement mettre en panne les satellites adverses. Donc c'est beaucoup plus à l'abri, mais ne soyons pas fous, ce ne l'est pas complètement. Non, effectivement, mais aujourd'hui, ce type de solution-là rend quand même la tâche beaucoup plus difficile et notamment avec le temps, la multiplication et la synchronisation, des moyens de calcul en orbite va amener, beaucoup plus de protection, en tout cas aujourd'hui, si on est capable de le faire et toujours avec cet avantage d'être loin, de la Terre et donc plus difficile quand même à attaquer. Ça à terme, la disponibilité pour tous ces satellites, donc tous les satellites pourraient commencer à communiquer de cette manière-là, donc ça serait vraiment un nouveau domaine dans lequel ces choses se passent. On aurait la disponibilité n'importe où sur la Terre, hein, des informations. Donc on aurait typiquement des états-majors qui seraient projetés sur des tables d'opérations qui pourraient utiliser qui n'auraient en fait pas besoin de partir avec leur propre petit centre de calcul ou pas besoin de communiquer avec un centre de calcul dans le pays d'où ils viennent avec une liaison qui peut être coupée, mais ils auraient au-dessus de leur tête la possibilité de Exactement, parce que le transfert, en fait, de données se ferait par le lien intersatellite et du coup, la donnée passerait d'un satellite à l'autre pour retourner là où elle doit arriver. Ça amène aussi énormément de flexibilité, puis de disponibilité de puissance de calcul, que comme c'est décentralisé, bah, c'est à l'endroit où il y a de la place du calcul qu'on pourra l'utiliser et ça devient important aussi pour la conduite des grandes unités et l'intégration d'outils IA pour le processus des états-majors permettra le traitement de données massives en temps réel, pour le suivi de la situation et de la planification de l'action. donc en effet, hein, le travail d'état-major, c'est en gros ces états-majors, ce sont, ouais, des officiers extrêmement qualifiés qui donc servent entre grosses guillemets de cerveau à leurs commandants afin que les opérations se passent bien. Et donc, hein, évidemment, avec la multiplication des théâtres d'opération, la complexité des conflits avec l'espace, évidemment la mer, l'air, la terre, les cyberattaques, l'espace de l'information, la guerre électronique, il y a énormément de choses à traiter. Et donc, le suivi de la situation pour savoir exactement ce qu'il se passe devient de plus en plus difficile. Et donc, évidemment, là, l'intelligence artificielle
aura à l'avenir un rôle à jouer. On ne parle pas ici de choses un peu bêtes qui peuvent se passer avec l'IA ou de questions à poser. «Ah, s'il te plaît, ChatGPT, dis-moi comment faire pour gagner», mais au contraire de traitements massifs de données afin d'établir rapidement une vision claire de la situation et on le sait, c'est ceux qui décident le plus vite qui gagnent. Comme on dit, si vous décidez en premier, vous tirez en premier. Exactement, et moi j'aimerais revenir aussi sur l'utilisation de l'IA in orbit, non seulement pour le traitement de données, mais aussi dans la communication intersatellite. Parce qu'on va pouvoir avoir à un moment donné des approches où les satellites vont converser entre eux lors d'une approche pour se transmettre de l'information, pour transmettre de la donnée. Aujourd'hui, ça se fait depuis le sol, c'est-à-dire qu'on Mmh. vise à peu près en disant: «Vous êtes à peu près à telle distance l'un de l'autre, vous vous approchez». Demain, c'est les satellites entre eux qui diront: «Bouge pas, j'arrive». Mmh. Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant parce que ça va enlever la charge et les calculs au sol C'est pour essayer de gérer ce qui se passe là-haut. c'est quelque chose donc d'extrêmement intéressant. On l'a vu, hein, avec Starlink, qui a donc, fait différents choix pour la sécurité et qui a évité 300 000 conjonctions. Donc, ils ont évidemment un système automatisé de constellation management, mais évidemment que c'est un système qui tourne au sol et qu'à terme, grâce à ce genre de centre de calcul en orbite qui serait donc disséminé à travers les constellations, eh bien, tout pourrait se faire automatiquement. Tout ça depuis l'orbite afin d'avoir des orbites qui sont congestionnées au plus haut point, de pouvoir utiliser l'espace le plus possible et assurer qu'il n'y ait pas de collision et donc pas de perte de l'utilisabilité des orbites. Nous en avons donc fini avec, cet épisode qui était extrêmement intéressant. On parle donc de capacités futures d'intelligence artificielle dans l'espace, de capacité de calcul dans l'espace et ça promet en termes de challenge puisque on le sait, hein, les centres de calcul nécessitent d'être refroidis, mais dans l'espace, on n'a rien pour se refroidir, c'est le vide. La seule façon possible de se refroidir, c'est de rayonner cette chaleur vers le vide intersidéral et c'est pas très efficace comme refroidissement. Ah donc c'est clair que pour, des intelligences artificielles qui tournent en orbite, ça reste encore à être créé, à être testé et à être validé, mais tout ça est un sujet fascinant. Merci beaucoup Nicolas Merci pour ta bien. disponibilité, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. C'est réciproque. On à la semaine prochaine, à très bientôt.